la connaissez forcément. Elle peut être blanche, blonde, dorée, ambrée, brune ou noire, acide ou houblonnée, pétillante et mousseuse. La bière. C'est la toute nouvelle passion des Français. Certains vont jusqu'à apprendre à la faire eux-mêmes, en soirée, à la sortie du bureau. Mais avec des spécialistes de la bière artisanale, car les Français ont soif d'authenticité. Nous sommes à Paris, rue des Jeûneurs. Ici, on dépense jusqu'à 170 € pour sentir le bouillon de céréales et entendre les marmites frémir. Vous avez vu, votre houblon, il s'est dissous dans l'ébullition et il fait une grosse mousse verte sur le dessus. On va faire là, c'est le potage. Michael, un ancien brasseur américain, est venu proposer à Paris ce qui se faisait déjà à New York. On est ouvert depuis avril 2015 et on est complet depuis septembre 2015. Et là, il y a une attente de quelques mois. Et là, tous les jours, c'est complet. Ouais. Personne verse le marc dedans. Un cours de brassage où tout est prévu. Des ingrédients aux casseroles, en passant par le nom que vous donnerez à votre future bière, sans oublier les explications de Mélanie. Mais encore une fois, la couleur, c'est pas indicateur du goût. Blonde, c'est qu'une couleur. Ouais. Donc je sais pas il faut que tu me précises ce que tu veux dire par blonde. Légère en alcool, légère en goût. Est-ce que tu aimes l'amertume? Ouais, j'aime bien l'amertume. T'aimes bien l'amertume? Ouais, tout à fait, ouais. Ici, on apprend à manier les différents ingrédients et leurs différentes saveurs. Et vous massez? Je n'avais aucune idée de la manière dont fabriquer la bière. Donc là, c'est vraiment une découverte. On ne s'attendait à rien du tout, on ne savait pas du tout comment ça fonctionnait. C'est la vraie découverte, surtout sur les céréales, regardez où sont vos marmites, elles glissent. sur la manière de faire. Voilà, ramenez-les vers vous. Super. C'est assez sportif, non? C'est un peu physique, ouais. Si vous Ça m'étonne pas qu'il y ait plus de brasseurs mecs que... Ah ouais, là, il faut être costaud quand même. On peut presser doucement. Non, je confirme. Moi, j'en profite pour apprendre, partager aussi une passion, parce que en gros, tous les gens qui travaillent dans le monde de la bière artisanale sont des passionnés. Et puis quand c'est une passion qui, en plus, produit quelque chose de très tangible, de très concret, qu'on peut partager avec les gens, qu'on peut boire et déguster, c'est quand même vraiment sympa. Après un mois de fermentation, ils pourront enfin déguster leur propre bière. Prenez des céréales. En France, on privilégie l'orge. Faites-les germer puis torréfier. Elles deviennent alors du malt. Versez le malt dans une eau en ébullition. Après plusieurs heures, il devient un mou. Filtrez le mou pour libérer les sucres et obtenir un brassin. Ajoutez alors du houblon qui apporte son amertume, mais aussi ses parfums. Enfin, versez de la levure dans votre cuve refroidie. Laissez agir pendant 4 semaines pour que la boisson fermente. Vous pouvez alors boire votre bière avec modération. Dans les supermarchés, les bières industrielles vampirisent les rayons. Le choix est difficile pour le consommateur qui se retrouve face à des étiquettes qui manquent d'informations. Thomas est un passionné. Il tient le blog le plus influent sur la bière. Il nous aide à y voir plus clair. Donc il faut savoir que 98% des bières qui sont produites dans le monde, ça appartient à 3 groupes industriels. Donc en fait les marques, vous allez les retrouver Pelfort, Heineken, c'est la même chose. On a Desperados là-bas, c'est exactement le même groupe également. Et le 3e grand groupe qu'on ne peut pas éviter, c'est le numéro 1 qui possède 30% des bières dans le monde. Donc il s'agit de Leffe. Donc Leffe, ils possèdent énormément de marques. C'est AB InBev. Leur dernière acquisition, c'est la bien connue Triple Carmelite qu'ils ont acheté cette année, en 2016 plutôt.
Donc du coup, ça c'était une bière qui était familiale et indépendante pendant des siècles et des siècles. Et du coup, ça a été racheté l'année dernière par AB InBev, qui est Leffe, du coup. Leffe, Budweiser aussi, ça appartient à Leffe. 3 géants industriels occupent la moitié du marché mondial de la bière. Carlsberg et Heineken, largement devancés par AB InBev, le leader, avec plus de 30% du marché. À eux seuls, ils détiennent plus de 600 marques différentes. Pour couvrir ce marché mondial, ces dernières années, les industriels ont dû aller chercher de nouveaux consommateurs, surtout chez les jeunes et chez les femmes. On a toutes les bières, on va dire, où finalement l'approche elle est plus sur plaire à des non-initiés ou des gens qui n'apprécient pas spécialement la bière à l'origine. Donc on joue vachement sur quelque chose de très graphique, un peu jeunes on va dire. Et puis après on a des bières qui sont un peu aseptisées on va dire, qui sont aseptisées par le goût parce que du coup on va rajouter un peu de sucre, on va rajouter des éléments qui vont permettre de cacher un peu le goût de la bière pour pouvoir le faire apprécier à un plus grand nombre de personnes. J'ai l'habitude de dire finalement je peux me faire une Skol mais pas quand j'ai envie d'une bière finalement, c'est un autre produit, c'est comme si j'avais envie de boire un soda finalement. Certaines marques n'hésitent pas à habiller leurs bouteilles pour attirer le consommateur. Il y a toutes les bières qui se la jouent un peu traditionnelles. On va voir la Goudal par exemple avec une étiquette un peu à l'ancienne, des dessins un peu, une écriture manuscrite. Donc ça c'est on joue la tradition, le côté ancestral, la vieille recette. Ensuite il y a toutes les bières d'abbaye, ce qu'on appelle abbaye, ils le jouent sur le côté monastique, sur le côté mystique. Donc il faut savoir quand même qu'une bière d'abbaye n'est pas spécialement brassée dans une abbaye. C'est juste un nom qui est récupéré et en fait c'est brassé par un grand groupe industriel en général derrière. Donc l'image du moine qui fait encore sa bière, c'est pas vraiment ça. Ce qui n'est pas évident par exemple c'est que c'est écrit brassé à mort subite. Donc brassé à mort subite, ça veut dire que c'est brassé par la brasserie Mort Subite. Donc si c'est brassé par la Mort Subite, on ne peut pas savoir que la brasserie Mort Subite appartient au groupe Heineken. Donc du coup, c'est pas facile à lire du tout. Difficile de trouver sur l'étiquette où est brassée réellement votre bière. Le nom et le dessin ne sont pas toujours révélateurs. Il y a énormément de bières qui sont juste commercialisées par une entreprise et qui sont brassées ailleurs. On a par exemple la Reims Cochon également. C'est une bière qui est dans ce cas-là. Une bière des Flandres. Donc bière des Flandres, là, c'est un peu la Belgique, la France. Donc en fait, tout est sur une bière autour de Lille, Villeneuve d'Ascq. C'est là où est commercialisée la bière, mais en réalité, c'est brassé en Belgique. Certaines brasseries n'hésitent pas à s'approprier une identité locale, alors même qu'elles font appel à des industriels pour brasser leur bière. Nous avons voulu faire l'expérience avec une petite bouteille vendue dans le sud de la France. Son nom et son étiquette évoquent le Sud. Avec des professionnels de la bière, nous décidons d'aller à la rencontre de ce brasseur. Une adresse est indiquée sur la bouteille. Notre objectif, être certain que cette bière est bien brassée sur place, comme l'étiquette le suggère. Après plusieurs demandes rejetées par la brasserie, nous décidons de nous y rendre en caméra cachée. Au fond de la boutique, une vitre qui donne sur un entrepôt. À l'intérieur, des cuves en inox et une machine d'étiquetage. Rien n'a l'air de fonctionner, mais selon la vendeuse, tout est fabriqué sur place, localement, à certaines périodes. Tout est brassé ici. Elle est brassée là derrière. D'accord. Parce que je sais plus qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui nous a dit ouais, je crois faites attention, c'est en Pologne. Non, pas du tout. D'accord. Ah, c'est bien ça. Mais les brasseurs avec qui nous sommes venus doutent des explications de la vendeuse. Techniquement, là, ce que j'ai pu voir, comme on a pu voir, il n'y a pas de salle de brassage. Ouais. Dans cette pièce et dans ce truc, il n'y a pas de salle de brassage. Après plusieurs tentatives, le directeur de la brasserie accepte enfin de nous répondre par téléphone. Vous pouvez me dire si au moins elle était brassée sur place ou pas? Elle n'est pas brassée sur place.
elle n'est pas brassée sur place. La ligne d'embouteillage, je suis obligé de mettre mon code embouteilleur sur la bouteille. C'est la loi. Donc, Oui. je suis obligé. Oui, effectivement. Mais après, vous pouvez mettre où cette bière est brassée aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre. Alors, nous, quand on fait une microbrasserie, les gens, d'abord, c'est souvent des passionnés. C'est des gens qui ont beaucoup de mérite. Mais ils ont la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils démarrent un outil industriel ou semi-industriel et ils vont chercher les volumes. Moi, le raisonnement, je le fais à l'inverse. Je veux avoir les volumes, donc la marque est à moi, la recette est à moi. Je veux avoir les volumes et comme ça, je pourrais de suite amortir l'outil industriel. Donc, et pourquoi vous aviez eu l'idée, par exemple, de l'appeler la bière La Cigale? C'est que vous êtes dit que quand même, c'était local. Il ne faut pas être naïf, c'est du marketing, c'est évident. C'était un nom qui était porteur, c'est vrai. Cette marque n'est pas la seule. Elle profite d'un vide juridique. Les alcooliers ont peu d'obligations côté étiquetage de leurs produits. Cela leur permet de maintenir le consommateur dans le flou sans être hors la loi. Nous avons voulu connaître la position du directeur du syndicat des brasseurs européens. Mais pour lui, cela n'aurait pas de conséquences. Nous, on ne ressent pas ça comme une très grande problématique parce que le consommateur européen, ce qui l'intéresse quand il voit une bouteille de bière, c'est, bon, la marque compte pas mal. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui moi-même m'a surpris. La marque compte. La couleur compte. Le fait de savoir d'où vient l'eau qui a servi à la brasserie ou d'où vient l'orge ou le malt ou le houblon, le consommateur est fondamentalement moins intéressé. Côté transparence, la bière passe entre les mailles du filet. On peut appeler ma bière la cagole alors qu'elle est faite par un... Ah, tout à fait. C'est tout à fait possible, oui. Oui, absolument. Ça, c'est une... Absolument. Alors, et ça sera pas ça sera pas dans le code éthique, enfin, ça sera pas sur l'étiquette. Au niveau européen, il n'y a pas de plan de ce point de vue-là. Mais le problème du flou de l'étiquetage va encore plus loin, jusqu'à toucher la santé du consommateur. La bière fait partie de la classe des alcools. Elle échappe donc à l'obligation d'affichage exhaustif de ses ingrédients. Sur certaines bières, seuls 3 ingrédients sont notifiés, mais aucune mention n'est faite des colorants ou des additifs. Autre exception, le tableau nutritionnel. Il informe notamment des calories présentes dans chaque petite bouteille. Là encore, il est inexistant. Pour séduire de plus en plus de consommateurs, et notamment les femmes et les adolescents, les géants de l'alcool ne manquent pas d'imagination pour créer des goûts fruités, souvent très sucrés. Pauline Constant est la voix des consommateurs à la Commission européenne. Pour elle, le flou des étiquettes est orchestré par les industries. Il y a du sucre. Et si on regarde la composition, alors là, on voit que c'est une bière aromatisée. Donc là, on a en partie les ingrédients. Par contre, aucune information sur la teneur en sucre. On peut imaginer que s'il y a des fruits, il y a du sucre. Et sur les calories. Donc pour quelqu'un qui veut quand même faire un minimum attention à sa ligne, c'est impossible de savoir. On ne sait pas combien de morceaux de sucre sont peut-être présents dans cette bouteille. On a l'impression un petit peu que chacun fait comme il veut, mais c'est normal étant donné qu'il n'y a pas de réglementation. Il y en a qui vont un petit peu plus loin que d'autres, mais c'est vraiment selon le bon vouloir du fabricant. Pour cette militante, le lobby des alcooliers est tellement fort qu'il arrive à passer outre la loi. Le lobbying de l'industrie de l'alcool est très puissant ici à Bruxelles. Les groupes de pression représentant les industries ont des ressources considérables par rapport à nous. 220 calories le verre de bière. C'est autant qu'une part de gâteau. Pauline Constant aimerait que les consommateurs puissent en être informés. Pour son association, l'alcool est en partie responsable des problèmes d'obésité. L'alcool joue un rôle considérable dans la nutrition. C'est un rôle qu'on sous-estime souvent. On connaît très bien les effets néfastes de l'alcool sur le foie, par exemple, ou sur la dépendance que ça peut créer. Mais c'est un rôle qui est souvent sous-estimé dans la nutrition et dans l'obésité. Et on sait que l'obésité est un problème de plus en plus important en Europe. Si les décideurs politiques prennent conscience de ce problème, qui est également reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, alors on pourra peut-être aller dans un sens plus en faveur des consommateurs.
L'industrie qui cherche à produire toujours plus pour toujours moins cher n'hésite pas par exemple à utiliser du sirop de maïs pour remplacer le sucre. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait ça vous fait un sucre qui est beaucoup moins cher que notre sucre de betterave. Et ça vous fait, en fait, par exemple dans le cas de la bière, ça permet de nourrir les levures pour pas cher. Et en plus, comme les sucres sont libres dans la solution, vos levures, elles se développent très vite. Donc ça vous permet de faire une bière très rapidement et avec un produit de base qui est très peu cher. Donc ça permet de faire de la bière bon marché et rapidement. Les techniques de brassage de la bière varient également. La plupart des bières dites artisanales ne sont pas pasteurisées. Autre particularité, l'aptitude des brasseurs artisanaux à innover dans le choix des céréales, des houblons, des levures, des parfums ou des méthodes de vieillissement. C'est le cas de Benoît Ritzenthaler qui a choisi le local, la tradition et le bio. J'ai réglé le broyage. Tous les jours, il scrute son brassin. Je peux aller un peu plus vite avec la pompe. C'est trop broyé? Ouais, c'est trop broyé. On va faire de la pâte comme la semaine dernière. Le secret de la brasserie artisanale est de se renouveler toujours en testant de nouvelles recettes. L'art, on va dire, de créer une recette, c'est de savoir là où on va, d'avoir son objectif et de se donner les moyens derrière d'y arriver. Donc trouver les bonnes céréales en bio, puisque toutes nos bières sont bio. Chez Benoît, pas d'additifs pour accélérer la fermentation ou stabiliser le goût. Il n'utilise que les 4 ingrédients originels, au risque parfois de quelques déconvenues. Il arrive parfois de se louper. Quand on se loupe, c'est d'autant plus important de tout noter, parce que d'un ratage, on peut faire une merveille. Parfois, l'erreur est juste, et c'est cette erreur-là qui va nous permettre d'avancer et de trouver le petit truc qui fait que la bière est encore meilleure. Le facteur, le paramètre auquel on n'avait pas pensé. Cette brasserie vend l'équivalent de 450 000 bouteilles par an, soit 10 000 fois moins qu'Heineken. C'est le prix à payer pour proposer de bons produits à ses consommateurs. Un modèle qui favorise une dynamique économique locale vertueuse. Car pour Benoît, être bio, c'est aussi et surtout faire travailler les agriculteurs de sa région. Mettre un petit macaron bio, pour moi, c'est pas juste essayer de vendre un peu plus cher ma bière, ce qui serait faux d'ailleurs, parce que je ne la vends pas plus cher qu'une autre. C'est pas juste faire de l'image, du greenwashing. Pour moi, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui devrait être normal pour tout le monde. La brasserie artisanale, un géant aux pieds d'argile, qui repose sur la motivation et la bonne volonté de toute une chaîne humaine. Ce matin, Benoît a rendez-vous avec un nouveau fournisseur dans une malterie. Salut Guillaume. Comment ça, Benoît? Ça va? Donc là, la germination Et au bout. est au bout. Oui, il y a plusieurs radicelles là. Donc là, voilà, tu peux le voir, les racines sont sorties. Ouais. À l'intérieur du grain, on voit quelques-uns. Il est plus en avance, par exemple, le germe est sorti. La France est le premier exportateur mondial de malt, produit de manière industrielle. Mais Guillaume Bourdon a fait un choix très différent. Il s'est tourné vers le bio il y a 3 ans. L'idée est née d'une rencontre avec des brasseurs d'Ardèche qui étaient en recherche de porteurs de projets pour monter une malterie locale, justement, puisqu'ils souhaitaient se fournir en matières premières autour de chez eux, mais ne trouvaient pas. Le malt apporte l'amidon qui sera transformé en sucre et en alcool par le brasseur. Pour les bières artisanales, le malt est le principal ingrédient céréalier utilisé. Une méthode bien différente de l'industrie qui mixe sa préparation avec le maïs et le riz, beaucoup moins cher, mais sans goût. Ouais, tout à l'heure. Elle est nouvelle celle-là. C'est ça. Alors Benoît veut offrir aux consommateurs un produit de qualité, une démarche qui passe aussi par la traçabilité. C'est pas juste à envoyer un mail avec une commande.
C'est pouvoir voir aussi dans quel champ elle pousse, parce qu'il nous est arrivé d'aller dans les champs pour voir où c'était. Donc là, il est tout chaud, c'est rigolo. On a l'impression d'avoir du pain chaud qui sort du boulanger, du four de chez le boulanger. Puis ça a le goût du pain. Aujourd'hui, Guillaume approvisionne 70 brasseurs autour de chez lui. Une filière fructueuse s'est mise en place. On a doublé la production depuis 2015 et on va encore la doubler, voire la tripler d'ici 2017. On peut dire que c'est une filière rentable. Une filière viable. Non, c'est une filière rentable dans la mesure où les acteurs s'impliquent en fait. Il faut que les agriculteurs s'engagent dans la durée, il faut que les brasseurs aussi soient prêts à s'engager dans la durée. Mais l'ingrédient clé qui fait le goût et la saveur de la bière, c'est le houblon. Pour obtenir la meilleure bière, les brasseurs artisanaux utilisent jusqu'à 6 à 7 fois plus de houblon que l'industrie, qui se contente trop souvent d'extraits de cette plante. Un ingrédient fragile que les agriculteurs français avaient cessé de produire, faute de rentabilité. Mais face à la forte demande des petits brasseurs, on relocalise la production, comme par exemple en Alsace. Je vous montre les dernières nouveautés qu'on a. Vous voyez, le magasin est approvisionné correctement, même si sur certaines variétés, on a quelques tensions. Le Mistral, je crois. Le houblon est une denrée précieuse pour la fabrication artisanale. Les brasseurs se l'arrachent. Agathe Blaise est fidèle au rendez-vous. Ce matin, elle vient faire sa commande dans la plus grosse coopérative française. Et c'est Antoine Vuchner, le directeur, qui la reçoit. En fait, c'est une fois dans l'année, donc après la récolte, après les conditionnements, on se rue sur le houblon pour pouvoir en avoir assez pour toute l'année. Vu que la récolte, c'est une fois par an, c'est une fois par an qu'on peut venir faire nos courses. Et donc voilà, c'est très important, sans houblon, il n'y a pas de bière. Donc voici des pellettes. Ce que je vous engage, c'est vraiment à les sentir. Il n'y a aucun souci. Sentez cet arôme. Ah oui, super. Très beau goût. En termes d'arôme, même moi, avec le sac ouvert, je sens cet arôme. Alors en fait, il sent beaucoup un côté floral. Moi, je ressens ce côté floral. Et donc, je pense que dans une blanche ou même dans une blonde assez légère, on va dire, il va être très très bon. Ça va donner un bon goût de fleurs, de rose, de litchi. Ça va être sympa. Voilà, on va voir, on va brasser, on va goûter. Grâce à la grande variété de houblon, les bières vont pouvoir multiplier leur goût et se décliner par milliers pour séduire les amateurs. Une denrée rare qui pourrait bien disparaître si l'explosion des brasseries artisanales continue. Le monde de la microbrasserie a poussé l'utilisation du cône jusqu'à 600, 800, voire même peut-être 1 kg par hectolitre. Et c'est ce qui aujourd'hui fait un peu cette pénurie sur le marché, parce que la demande de la microbrasserie elle-même croissante fait que cette demande globale est importante et pourrait amener des pénuries sur certaines variétés. Face au succès des microbrasseries, les industriels réagissent. Comme ils l'ont fait dans les années 50, ils rachètent une à une les brasseries artisanales qui cartonnent. Pour séduire les brasseurs, les grands groupes n'hésitent pas à proposer des dizaines de millions d'euros et font miroiter une distribution mondiale ainsi qu'une matière première bon marché. Une méthode qui s'avère efficace. Nous sommes à Londres, à l'arrière d'un bar branché. Il est 20h. Jérôme Pello fait partie du plus grand groupe industriel de la bière, AB InBev. Sa mission, acquérir les meilleures brasseries artisanales. Toutes les semaines, avec son équipe, il teste de nouvelles bières. La numéro 5, par rapport à la 4, elle a un goût étrange, de plastique. J'essaie de goûter plus de 1000 différentes par an
Et je fais ça depuis 17 ans maintenant. Donc c'est pour former le palais, les gammes. C'est comme un musicien, il va s'entraîner. Donc moi j'essaie de goûter nos bières très souvent, les autres bières du marché, ça permet de suivre les tendances. La tendance, Jérôme Pello la cherche continuellement. Depuis 2 ans, il a signé avec 15 nouvelles brasseries dans le monde. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Nous sommes à Camden Town, un quartier branché de Londres. Le berceau de la craft beer européenne, la bière artisanale. On en compte aujourd'hui plus d'une centaine. Jérôme vient de signer il y a quelques semaines avec l'une d'entre elles. Hey Jasper, comment tu vas? Bien, et toi? Ça me fait plaisir de te voir. Aujourd'hui, il vient rendre visite à Jasper Cupage, le brasseur de Camden. Dans quelques semaines, cette brasserie n'aura sans doute plus rien d'artisanal. Cette mousse ultra locale est avalée par le géant sans que les consommateurs soient au courant. On est bien loin de la première bière brassée par Jasper au fond d'un bar. Les bières que je pouvais boire il y a 5 ans n'étaient pas exceptionnelles. Je voulais faire une bière que j'avais envie de boire, que j'avais faite de mes propres mains, et dont j'apprécierais les saveurs et les arômes. Une bière authentique, et je n'arrivais pas à trouver ce type de bière ici. Alors j'ai décidé de la faire moi-même, pour moi et pour mon entourage. Avec ce rachat, la brasserie pourrait multiplier son rendement par 10. Un bouleversement dans sa chaîne de production. Ces hangars, trop petits, deviendront sans doute les bureaux administratifs de la brasserie. La bière, elle, sera fabriquée autre part. Mon rêve, c'était de continuer à faire grandir Camden Town, Camden Health en particulier, comme bière, à l'international. Et c'est quelque chose de très compliqué, évidemment, mais c'est quelque chose où nous, on a l'habitude de le faire. Et c'est là qu'en partenariat, on travaille ensemble pour pouvoir amener Camden Health à plus de consommateurs. On a toujours eu l'envie de devenir gros. Et on se doit de faire partie du portefeuille d'une multinationale. Et quand on a fait cette rencontre avec AB InBev, j'étais sûr que ça allait être une rencontre fructueuse. Ils ont les techniques et les hommes. Une acquisition à plusieurs millions de dollars. Que deviendra cette mousse tant aimée des Londoniens? Jasper pourra-t-il encore promettre à ses consommateurs fans de ce goût la même qualité? Sera-t-il toujours indépendant? Autant de questions auxquelles il tente de répondre. On est en train de devenir plus gros et on veut devenir encore plus gros. Mais on continue de penser petit. Je pense que nos clients nous comprennent. Et vous savez quoi? Nous sommes meilleurs de jour en jour. On séduit de nouveaux consommateurs, de nouveaux adeptes de Camden. On peut perdre des clients au passage, mais je vous garantis que la majorité des gens sont contents de notre travail, de ce que nous faisons. Les gens nous perçoivent de la même manière qu'il y a 3 ou 4 mois. Pour le moment, avec Jérôme, ils préfèrent évoquer l'événement qui scelle leur partenariat. Tu sais, c'était fantastique. J'avais sorti une grosse bouteille de 2016 qu'on a lancée en l'air et puis elle s'est explosée sur le sol. Non, vraiment? Et c'était parti. On va recevoir notre nouvel équipement ce lundi. Alors rendez-vous le 27 avril 2017. C'est noté dans mon agenda. Dans le tien aussi? Oui, dans le mien aussi. En Belgique, certains producteurs refusent d'abandonner leur fabrication artisanale, car ils pensent que céder aux sirènes de l'industrie, c'est aussi renoncer à leurs recettes 100% traditionnelles. Dans cette capitale européenne, la bière fait partie de leur histoire, de leur patrimoine. La brasserie Cantillon est une institution. Elle a été fondée en 1900 par l'arrière-grand-père de Jean-Pierre Cantillon. Ici, on fabrique une bière spéciale. Voilà. Le mou. Appelée la lambic, la plus vieille au monde. Voilà, ici on va aller voir
le bac refroidissoir qui est probablement la pièce la plus importante et la plus emblématique de la brasserie. Nous sommes bien loin des bières industrielles, produites à la chaîne. Le secret de cette bière vivante, elle est issue d'une fermentation naturelle via des levures sauvages, les bactéries contenues dans l'air. En fait, le secret de Cantillon, il est là. Si demain on doit bouger la brasserie, même en face, on ne ferait probablement plus la même bière. Et donc, durant la nuit, il va se charger avec des levures, des bactéries, qui plus tard vont pouvoir faire démarrer cette fermentation de façon tout à fait naturelle. Fermentation que l'on ne contrôlera pas. Donc on ne sait même pas exactement quand le mou va démarrer sa fermentation. Fermentation qui ne va pas prendre quelques semaines, mais plusieurs années. Et le goût de notre bière sera à chaque fois légèrement différent. Cette brasserie familiale ne cherche pas la stabilité du goût, comme les industriels, mais bien la qualité d'un produit naturel. Elle aurait pu être rachetée plusieurs fois par les grands groupes grâce à sa popularité et à sa rareté. Mais Jean-Pierre a toujours refusé. Quand vous faites racheter par l'industrie, on ne parle pas de un peu plus, on multiplie par 10, 20, 50 la production. Quand vous faites un spaghetti pour 4 personnes et que vous faites le même spaghetti pour 400 personnes, c'est plus le même spaghetti. Quelque part, vendre des parts ou accepter un partenariat, ce serait pour nous trahir le produit aussi. Et donc non, ça c'est en plus de l'histoire de la famille qu'on irait vendre maintenant pour du pognon. Non, ça vaut beaucoup plus que ça. Depuis quelques années, le réchauffement climatique les guette. Mais pas question pour les Cantillons d'ajouter des additifs chimiques, quitte à produire moins. Le réchauffement climatique est réellement un problème, on le vit professionnellement, puisque mon grand-père commençait à brasser ici, donc il y a une quarantaine d'années, 50 ans, il commençait à brasser vers le 10-15 octobre pour terminer ses brassins fin avril, début mai, donc au sein de glace, alors que nous aujourd'hui, on commence début novembre pour terminer fin mars, début avril. Donc on a déjà un temps de production qui est assez court, et par rapport à ce que mon grand-père a vécu, je perds au bas mot 1 mois et demi de temps de production. Et donc il nous arrive parfois de devoir annuler des brassins. L'année passée, on a dû annuler des brassins sur plus de 2 semaines de temps. Cette année-ci, j'ai dû annuler actuellement un brassin. Il y a 2-3 semaines, on a une nuit à 12 degrés, ce qui est trop. Si on en reste à cette production-ci, 100% traditionnelle, en ne se référant uniquement qu'aux températures naturelles extérieures, oui, à terme, on pourrait avoir un problème. Quand je dis à terme, pas demain, mais 10 ans, 15 ans, 30 ans, oui. Pour un goût unique, le consommateur est prêt à venir de très loin. Marc est américain. Tous les ans, il vient la déguster. Je pense que c'est probablement la meilleure bière au monde. Elle a bon goût. C'est une réponse facile, elle a bon goût. Ce qui me plaît ici, c'est l'ambiance familiale. Et c'est impossible de l'avoir aux États-Unis. Donc si vous la voulez, il faut venir ici pour l'obtenir. Une bière artisanale a tout d'un produit gastronomique. Un nouveau marché à conquérir. Se développer, c'est aussi s'inviter aux tables des grands restaurants. Même dans cet établissement, réputé pour sa culture de la bonne gastronomie et du bon vin. Les chefs ont une culture vin et là c'est un challenge énorme parce que quand on rentre dans un restaurant comme ça où il y a cette recherche et cet amour du vin, il y a une non-connaissance, je dirais, une non-culture de la bière. Donc là il y a énormément de choses à découvrir et ils vont expérimenter des choses sympathiques. Elisabeth Pierre est zytologue, une sommelière qui fait revivre la bière artisanale. Bonjour Caroline. Ça va ? Car si la bière a renoué avec le succès, ce n'est pas une évidence pour les grands chefs. Elisabeth éduque le palais des restaurateurs en leur proposant une carte sur mesure où la bière a sa place à côté du vin. Aujourd'hui,
Elle vient leur faire une dégustation. Bon, alors je vous ai amené donc 8 styles de bières différents qu'on va passer en revue. Je vais vous expliquer les différents styles. J'ai sélectionné en fait des styles qui vont bien avec votre cuisine. La question aussi, voilà. est-ce que c'est les mêmes levures? Quelques gorgées pour réapprendre à déguster et égayer les papilles. Les 3 nez en même temps. Oh. Et l'autre, c'est la mandarina. Quand on voit des gens boire de la bière, ils prennent un verre, ils demandent un demi en général, ils ne demandent même pas un style de bière ou rien, et ils boivent direct. Là, on a affaire à des bières gastronomiques, à des bières artisanales, à des bières de petits producteurs. Pour déguster la bière, on est dans la même démarche que pour tout autre produit, le vin, le whisky, le thé, le fromage. Il faut faire du bruit. Il faut pas forcément. On va surtout être attentif à la texture. Et là, comme on a des bières avec notamment du blé, on va avoir de l'onctuosité de la crème. L'enjeu de cette rencontre est de combattre les clichés pour qu'enfin la bière soit reconnue à sa juste valeur et que cette boisson locale puisse être accordée par les sommeliers avec les mets. Qui après reformule derrière. Voilà. Donc la deuxième, comme vous constatez, c'est une bière ambrée qui a une jolie couleur orangée, un petit peu rousse, mais bien au-delà d'une rousse, c'est une bière qui va être magnifique avec tout ce qui va être viande, mijotage, braisage, etc. Vous allez en tant que restaurateur faire des découvertes à vos clients là. Et puis ensuite, je vous ai amené la fameuse cervoise à la griotine, donc bière de dessert. On arrive sur les bières de fin de repas, là. Le côté vineux. C'est vachement bon, ça aussi. Et là, c'est avec un dessert au chocolat, c'est topissime. C'est bon, ça. Topissime. Le fait d'appréhender la couleur de la bière, sa texture, le nez, le goût, c'est pas très très différent du vin, effectivement. Après, là, les goûts sont quand même très très tranchés. Elles ont toutes une très forte longueur en bouche, un goût très particulier. Bon, j'aime pas la dernière, mais ça c'est mon goût personnel. Toutes les autres, je suis assez surpris de dire que sur les 5 autres qu'on a goûtées, il y en a 4,5 que je trouve très très intéressantes. C'est ça qui est intéressant. Cet échange donne des idées à Charlotte. En cuisine, elle décide d'intégrer la bière dans un plat qu'elle a l'habitude de préparer tous les jours, du poulpe fumé au chou-fleur. Oui. C'est vrai qu'en cuisine traditionnelle française, on apprend plutôt à servir du vin. Mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Depuis quelques années, il y a énormément de microbrasseries qui s'ouvrent et beaucoup de gens se tournent vers la bière. On peut tout à fait imaginer que la bière puisse prendre la place du vin. De la bière pour avoir de nouveaux arômes. Ça caramélise et puis ça va apporter ce côté braqué. Charlotte fait le pari que cette boisson accompagnera ses nouvelles créations. Ça commence par là, la cuisine. Déjà en couleur, c'est beau contraste et en goût. Juste des petites tranches de chou-fleur, tout simplement avec une jolie huile d'olive et un peu de fleur de sel. Et en toute fin, on va évidemment pas perdre le bon jus qu'on a eu lors du déglaçage. Et on va la rajouter sur l'assiette. Avec le déglaçage, voilà. Alors la bière, elle apporte quoi? La bière, elle apporte une amertume qu'on n'a pas d'habitude. Ça apporte vraiment une autre dimension au plat. C'est très intéressant. Et avec la douceur de la crème, la bière, moi je suis très contente. C'est un peu redécouvrir un plat qu'on connaît bien. Et c'est une belle émotion. Je suis contente. En fût de Bourgogne, donc il va y avoir des notes un petit peu de... Pour consolider le marché de la bière artisanale indépendante, il fallait des lieux eux aussi indépendants pour que les consommateurs puissent découvrir le vrai goût de la bière. Romain et Laurent sont les premiers à avoir ouvert un bar-restaurant où la bière artisanale est reine. Derrière cette vitre, des pièces de collection, des bières très rares. Pareil, un dessert qui change aujourd'hui, crêpes, pois, chocolat, manjari, pistache. C'est là qu'on peut taper là-dedans. Ouais. Déjà, là il y a des trucs. Moi j'aimerais bien mettre un petit Imperial Stout. Ouais. Et toujours. On joue sur le chocolat. Chocolat sur chocolat, moi j'aime bien. Monter leur affaire n'a pas été facile, car les industriels maîtrisent le marché depuis des décennies
et laisse peu de place aux brasseries artisanales. En France, quand un établissement ouvre ses portes, les grands groupes proposent leurs services. Les industriels ont la possibilité de financer le projet en signant des contrats d'exclusivité, les contrats brasseurs. Ils octroient des prêts jusqu'à 130 000 €. Ils jouent en fait le rôle d'une banque. Mais en contrepartie, le bar doit servir à ses clients exclusivement les bières des industriels. Romain et Laurent, eux, ont préféré payer le prix de l'indépendance. On va devoir trouver le financement nous-mêmes, donc par des banques notamment, qui n'ont pas l'habitude de voir arriver notre profil de commerçants, qui normalement passent par notre biais. Du coup, c'est pas habituel pour elles. On doit demander du coup plus d'argent parce qu'il faut financer plus de choses. Ça aurait été plus facile de signer avec France Boisson, par exemple, un gros distributeur. Ça aurait été plus facile, mais ça aurait été impossible de faire ce qu'on veut faire. Ça aurait été plus facile pour ouvrir un bar. Par contre, pour faire ce qu'on voulait faire comme type de bar, c'était antinomique. C'était pas possible. Il fallait qu'on ait notre indépendance pour justement aller chercher les brasseurs avec lesquels on voulait travailler. Faire travailler les vrais artisans, c'est l'engagement des trublions du goût. À Paris, c'est dans les coulisses de la brasserie de Lettres qu'ils font connaissance avec leurs nouveaux produits. C'est bon, c'est chaud. Il y en a. Le restaurant La Fine Mousse redonne espoir à Édouard qui milite pour garder son indépendance. Les gros distributeurs souvent vendent leur bière industrielle très chère parce qu'ils cachent des prêts à l'intérieur. Ils font office de prêt bancaire, donc du coup eux ils doivent gagner leur argent, voilà, c'est normal. Et du coup ils cachent le prix de leur prêt dans le coût de la bière. Sachant que dans l'absolu, dans l'industrie, on va payer beaucoup plus cher toute la logistique et la pub. C'est-à-dire le fait de vouloir vendre cette bière-là, alors qu'ici, nous, le budget de pub, il n'existe pratiquement pas. Nous, c'est le produit. Le budget pub est de plus en plus gros si tu veux faire passer un produit pour ce qu'il n'est pas. Donc du coup, ils ont besoin de gros budgets. Ils ont besoin d'énormes budgets. Nous, voilà, goûte, ça te plaît, cool. Et c'est vendu, quoi. Les résistants du goût ont fort à faire face à la puissance des lobbies qui ne s'arrêtent pas au contrat brasseur. L'industrie de la bière s'appuie aussi sur sa puissance financière pour étouffer le marché. Elle dépense chaque année plus de 460 millions d'euros, rien que pour la publicité. Ces campagnes d'affichage offensives ne suffisent plus aux lobbies, qui n'hésitent pas à réinterpréter la loi Évin. Franck Leca est juriste pour une association de prévention contre l'addiction. Son travail, faire que la loi qui protège le consommateur soit respectée. Au fil des années, quand même, au fil de ces 26 années, on a dans la loi Évin un élément qui parle du parrainage. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte. Capable de mettre le pied sur le ballon, les marques s'organisent en faisant de la publicité déguisée. Une publicité indirecte avec des marques alibi. En toile de fond, un logo qui fait penser à une marque de bière bien connue, mais avec un nom de substitution. L'association a décidé de porter plainte. Donc là, on a l'interview du joueur victorieux, l'équipe de France, Dimitri Payet, qui a bien réussi d'ailleurs, dans cet Euro. Et on le voit qui est devant le sponsor avec sa marque Alibi, qui est omniprésent dans toute la compétition et donc aussi devant les panneaux d'interview à la fin des matchs. Si cette pratique est totalement interdite, elle est peu condamnée en France. Les sanctions ne sont pas non plus extrêmes. Puisqu'au mieux, nous, on obtient des sanctions qui sont dans les 30 000, 40 000, 50 000 euros. Qu'est-ce que c'est que 45 000 euros pour un brasseur mondial? C'est un risque, tout petit risque. Donc là, effectivement, pourquoi ils ne prendraient pas ce risque, dans le fond? Les industriels tentent même de rallier la classe politique à leur cause. Une démarche d'autant plus délicate qu'elle concerne un produit alcoolier qui peut nuire gravement à notre santé. Octobre 2012,
Lors d'une séance à l'Assemblée nationale, le gouvernement veut augmenter le droit d'accise sur la bière, une taxe de 20 centimes par litre. Sur le prix du pack de bière dans les supermarchés, cessez d'importuner nos compatriotes. Pourquoi pas demain, tant qu'on y est, une taxe sur les cafés, sur les pizzas, sur les raquettes de tennis, sur les patins à roulettes? Je crois immédiatement, certains députés montent au créneau pour empêcher que la loi ne soit votée. De droite comme de gauche, ils invoquent les arguments les plus surprenants. Monsieur le Président, par cet article 23, Benjamin Franklin affirmait « La bière est la preuve vivante que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux ». Un petit verre de bière, un début de consommation, c'est aussi un petit moment de bonheur. Citer le général de Gaulle qui disait « Lorsque l'on presse les états-majors de faire des économies, il faut empêcher de les faire sur les haricots du soldat ». Madame Lemorton, députée de Haute-Garonne, présidente de la Commission des affaires sociales, est scandalisée par le discours de ses parlementaires. Vous avez tenu des propos devant des jeunes qui étaient là, des lycéens et des collégiens. C'est insupportable d'entendre ça. C'est pas comme si notre pays n'avait pas 50 000 morts quasiment dus à l'alcool tous les ans, quoi. Ils se rendent pas compte. Ils prennent toujours l'exemple de la personne qui va boire une bière toutes les 3 ou 4 semaines parce qu'elle est avec ses amis. Moi, je suis pas anti-alcool, anti-bière. Je dis bon, ça peut être un moment convivial avec des gens, mais pour autant, il faut prendre conscience que l'addiction commence comme ça. Monsieur Decolle, député du Nord, est un fervent défenseur de la bière. En 2013, il décide d'ouvrir à l'Assemblée nationale un groupe d'études sur la filière brassicole. La bière, c'est la convivialité. Moi qui suis dunkerquois, flamand, qui suis flamand, en Flandre, tous nos plats, tous les plats flamands sont cuisinés à la bière. Ça fait pas. On est presque. Vous savez, moi je fais partie de cette génération. Pour revenir aux générations. Quand on était à l'école primaire, on avait droit à un verre de bière. Ouais, mais après, c'est vrai que la bière a une connotation quand même qui est sur l'alcool. Non, c'est fini ça. Ah non. Ah oui, même la ministre, même Marisol Touraine m'avait dit les jeunes se saoulent à la bière. C'est faux. C'est faux. Le mythe de la bière comme alcool inoffensif et abordable est malheureusement bel et bien ancré dans l'imaginaire collectif. Pour Philippe, ancien addict, cette boisson cache bien son jeu. La bière, elle est quand même plus acceptée à toute heure. Plutôt que le whisky le matin ou en début d'après-midi, c'est plus difficile à faire accepter. Effectivement, la bière est semble dans les représentations moins stigmatisante et plus facilement acceptable. Mais ce n'est qu'un leurre. Les conséquences sont les mêmes. Et le matin, on a des tremblements, on a les mêmes symptômes de manque, quelle que soit la nature de l'alcool, que ce soit un alcool fort ou de la bière. Entretenir une image positive de la bière, c'est le rôle des lobbyistes qui sont aux portes de l'Assemblée. Pour sensibiliser les députés, ils n'hésitent pas à les convier à des cocktails privés. Ce cocktail festif sera l'occasion de déguster des bières de Noël et des spécialités régionales pour fêter notamment l'inscription de la bière au patrimoine culturel, gastronomique. En avançant de cette manière, c'est vicieux, c'est pas clair, c'est pas ce que une démocratie digne de ce nom doit accepter. C'est ça qui ça me révolte, ça me décourage parfois. Ça me décourage. Et quand certains veulent faire passer des lois contraignantes, les industriels fournissent directement aux députés les mêmes arguments de choc, repris mot pour mot dans la même séance, à quelques minutes d'intervalle. Mais il a été démontré d'ailleurs avec une certaine honnêteté par un certain nombre de collègues que la bière n'était évidemment pas la boisson favorite des jeunes et que le problème n'était pas là. Je ne pense pas que ce soit la bière qui soit le vecteur principal de l'ivresse des plus jeunes et des addictions à la boisson. Il y a bien d'autres alcools, malheureusement, qui sont utilisés. Ça n'est pas la boisson favorite des jeunes d'aujourd'hui qui veulent, permettez-moi l'expression, se shooter. Pourquoi ils ont les mêmes arguments? Parce qu'ils sont abordés par les mêmes lobbies, qui vont jouer sur le côté plaisir en famille, tradition populaire. Et puis ensuite, c'est attention l'emploi, monsieur le député. Attention à ma brasserie. Je suis brasseur, monsieur le député. Je suis brasseur dans votre circonscription. J'embauche 15 personnes. Attention.
Je ne suis pas un lobbyiste, je ne suis pas là pour défendre... C'est pour ça tout à l'heure qu'on m'a dit, vous défendez les brasseurs, donc j'ai dit je défends la bière, mais pas les brasseurs. Si, forcément. Maintenant qu'un parlementaire défende la production française, j'estime que c'est complètement légitime. Face à la pression des lobbies industriels, quelles sont les armes de nos artisans du goût? Comment peuvent-ils résister? Aujourd'hui, les passionnés de la bière n'ont pas l'intention de plier. T'as contrôlé l'amidon? Non, pas encore. Non, pas encore. Okay. Jean-François Drouin est brasseur. Il est devenu la bête noire des industriels et revendique avec 250 brasseries son statut de David contre Goliath. Dans le syndicat des brasseurs indépendants, on a envie de mettre un label fort qui va montrer quel type de produit vous avez en face de vous et puis au niveau de la transparence, qui le fait, comment il est fait, et puis voilà, qui se différencie éventuellement de bières d'industrie ou de fausses bières qui sont produites, on va dire, juste par version commerciale. Mais la résistance est en marche. Chaque semaine, 3 brasseries artisanales ouvrent leurs portes en France. En attendant un label et de nouvelles lois, le consommateur peut se fier au savoir-faire de ces brasseurs qui consacrent leur vie à leur passion, faire de cette recette une recette unique et gourmande.